demain, une organisation a plus de talent, il n'y a plus d'entreprise en fait. Et ça, c'est un D'accord. truc, je pense que ce qui est difficile à comprendre. Et pour moi, le lien vraiment entre raison d'être et culture, il est là, il est vraiment sur l'humain et les personnes qui composent l'organisation. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute! Salut Aurélie. Salut! Comment ça va ce matin? Bah écoute, super. Alors on va le dire aux gens, on s'est battu longuement avec nos outils d'enregistrement, mais tout va bien. Tu m'entends, je t'entends, les gens nous entendent, donc c'est parfait. On peut commencer. Et toi, comment ça va? Eh ben moi ça va très bien. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit comme je te le disais puisque ma petite a décidé à 4h30 du matin de ne plus avoir sommeil. Donc on a fait avec les aléas. Voilà, c'est la vie. C'est un choix intéressant, effectivement. Et écoute, tu nous as déjà dit du coup un peu sur toi, mais pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Aurélie? Avec grand plaisir. Du coup, je m'appelle Aurélie. J'ai grandi en Bourgogne, une belle région bien brumeuse par saison. Je suis une fille d'entrepreneur et d'une professeure de yoga, donc c'est deux mondes qui sont assez différents en soi. J'ai un parcours assez classique dans le domaine des RH. Je me suis un peu cherchée parce qu'avant ça j'ai fait un peu de finance. Ça m'a pas forcément plu, mais en tout cas ça m'a permis de pouvoir recruter sur ces métiers-là. Et du coup, voilà, je travaille vraiment dans le domaine du recrutement maintenant depuis plusieurs années. On va pas dire l'âge. Il paraît qu'il faut pas demander son âge en plus aux femmes, donc je ne dis pas mon âge. C'était pas prévu, je ne l'aurais pas fait. Non, là, ça fait 2 minutes que je suis en train de me dire que franchement, yoga et entrepreneuriat exige tous les deux beaucoup de souplesse et que je me retenais, tu vois, de faire cette blague. Donc vraiment, C'est vrai que je suis plutôt souple, on doit l'avouer. D'accord, donc du coup, tu avais quasiment, une grande partie de ta carrière dans le recrutement et dans les métiers de recrutement. Exactement, c'est ça. Très bien. Et du coup, flash forward en 2023. Donc, tu es la cofondatrice de Omeva. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'Omeva? Omeva, c'est un cabinet de recrutement engagé qu'on a monté du coup en post-premier confinement. On s'est dit que c'était la super bonne période pour entreprendre. C'est un cabinet qui se veut différent pour différentes raisons. Évidemment, déjà par les métiers qu'on couvre, on travaille uniquement sur les métiers impact positif et liés au développement durable. Donc pour nous, le développement durable, c'est à la fois social et environnemental. Et aussi par les valeurs qu'on incarne, puisque donc on y reviendra sûrement, mais on est société à mission, partenaire du 1% pour la planète, et on travaille aussi en pro bono justement avec certaines associations qui n'ont pas les moyens de faire appel à un cabinet de recrutement classique. Alors, c'est quoi là, je me dis c'est le bon moment pour entreprendre. Qu'est-ce qui toi t'a conduit à monter Omeva plutôt qu'une autre boîte, plutôt qu'un autre cabinet? C'est quoi la démarche qui t'amène à ça? C'est intéressant parce que j'ai toujours dit à mon mari, du coup, qui est aussi le cofondateur d'Omeva, que je ne montrais jamais ma boîte. Parce que j'ai vu aussi mon papa plus jeune vraiment dans cette quête finalement de la satisfaction client, très pris aussi sur son temps personnel par sa boîte, et j'avais pas du tout envie d'avoir ça pour ma famille. Et en fait, je suis arrivée à la conclusion que l'entrepreneuriat c'était essentiel parce que j'arrivais pas à trouver moi ma place dans la voie du salariat. Et j'avais vraiment l'impression pour le coup de pas avoir assez d'impact en fait dans mon quotidien. Alors justement, aujourd'hui, tu recrutes pour des entreprises à impact, si je dis pas de bêtises. Exactement. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça et en réalité, pour toi, qu'est-ce qui rentre dans la catégorie des entreprises à impact et des métiers à impact? Ouais.
Alors, on recrute pour les métiers, les structures, les organisations impact, et aussi pour celles qui sont en chemin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nous, parce qu'on a vraiment cette démarche d'inclusion et de se dire qu'il y a certaines structures qui sont déjà très avancées, notamment l'économie sociale et solidaire, qui baignent Mhm. vraiment dans le sujet, mais il y en a aussi qui ont besoin de se transformer. Et nous, on est là vraiment pour aussi aider celles qui ont envie de se transformer. Alors, il faut qu'il y ait quand même la volonté sincère. Au niveau vraiment de la gouvernance, parce que sinon on peut pas Mhm. avancer correctement. Mais à partir du moment où il y a vraiment la volonté de se transformer, on accompagne. Et c'est aussi bien sur des fonctions classiques qui sont représentées dans une entreprise, donc clairement les fonctions support, comptabilité, RH, finance, com, que sur des fonctions plus liées au business, donc justement du business développeur. Ça peut être vraiment toutes les fonctions finalement qui sont représentées dans une organisation, ou des fonctions plus techniques, comme on peut avoir justement sur les sujets environnementaux avec des profils plutôt d'ingénieurs. Mhm. Donc l'idée pour nous chez Omeva, c'est vraiment de se dire que on peut tous et on doit tous avoir un impact dans notre quotidien, dans la transition. Donc il y a pas forcément d'aspect culpabilisant, mais en tout cas, on a tous une place là-dedans et avec nos compétences, on peut faire quelque chose. Mhm. Et justement, tu dis, on accompagne aussi les entreprises qui sont en chemin. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que cabinet de recrutement? C'est qu'il faut certaines compétences pour pouvoir avancer sur ce chemin de la transition, c'est ça? Pour nous, les postes, en fait, c'est vraiment des postes pivots qu'on essaye vraiment de travailler. Donc, ça va être les Mhm. postes justement RSE. C'est souvent un peu la première étape pour une structure qui souhaite s'engager. Mais ça peut être aussi des postes qualité de vie au travail. En tout cas, à partir du moment où il y a vraiment cette dynamique, soit sociale, soit environnementale, qui est affichée, sincère, une création de poste, par exemple, dans ce domaine, là, on intervient. Parce qu'on pense que c'est Mhm. vraiment transformatif pour l'organisation. D'accord, oui, je vois très bien. Et alors, justement, enfin, vous êtes en gros une entreprise assez jeune, on va dire. Enfin, vous êtes créé après le confinement, tu vois, ça fait 2 ans. bientôt 3 ans. Oui, bah, on est à 2 ans et demi là. 2 ans et demi, voilà, exactement. Et vous êtes déjà entreprise à mission. Vous avez fait le choix de le devenir quasiment dès le début de l'aventure. C'est un statut qui, sans être lourd, va avec un certain nombre de règles, de normes, enfin, pour pas dire de contraintes. Pourquoi avoir fait ce choix aussi vite de devenir entreprise à mission? Pour nous, c'est intéressant parce que la société à mission, j'ai cherché beaucoup au départ. C'était vraiment la société à mission. En fait, la loi Pacte est sortie en 2019, donc c'était vraiment le Mhm. tout démarrage. Nous, cette qualité, on le voulait vraiment au démarrage de l'organisation, mais bon, notre siège social est en Bourgogne. En Bourgogne, ils connaissaient pas du tout le statut d'entreprise à mission, donc je me passe un peu les déboires administratifs, mais ça a été un peu compliqué. Donc on Ça devient l'a, très réel d'un coup, tu sais. ouais, clairement. Franchement, je suis allée moi-même au greffe pour essayer de leur dire il faut en fait cocher cette case-là. Et c'est le greffe de Paris qui m'avait donné le tips parce qu'il savait pas du tout de quoi on parlait. Donc, Aïe, ouais, aïe, aïe. c'était Bon. vraiment très drôle. Mais vraiment, pour nous, ça permettait d'ancrer en fait cette démarche RSE très profondément. Et pour moi, ce qui est intéressant dans cette démarche de société à mission, c'est tout le processus en fait de réflexion qu'on a quand on démarre sa société, puisque forcément on démarre, on se dit bah on est direct dans l'action, on appelle des clients, on appelle des candidats, on construit ton offre et go. Et en fait là, on est beaucoup plus sur une vision long terme de qu'est-ce que je veux porter pour mon organisation, quelle est la raison d'être de cette entreprise, Hmm. au-delà du côté business. Et pour moi, qui ai une vision assez court terme au quotidien, bah, ça m'aide énormément à structurer en fait ma réflexion, ma démarche, notre démarche, et d'aligner finalement vraiment le quotidien avec vraiment ce que souhaite porter l'organisation et ce qu'elle souhaite défendre d'un point de vue sociétal. Hmm. Oui, effectivement, c'est en termes de capacité à se projeter en tant que dirigeant, c'est un outil qui est assez phénoménal. Et effectivement, comme tu le dis, ça va au-delà de juste ton business, même si j'imagine qu'il y a une notion un peu de cercle vertueux entre les deux, entre le business et la mission. Et toi, ce processus, comment est-ce que tu l'as vécu? Et tu disais ça aide à structurer. Je sais que derrière, quand tu deviens société à mission, il y a une notion de se fixer des objectifs, etc. Donc voilà, comment ça s'est passé et quels sont les apprentissages que tu as retirés de ce processus? C'est un processus qui est apprenant. J'ai vraiment trouvé que c'était le cas. Au départ, la raison d'être,
on a vraiment réfléchi avec Guillaume. On était dans notre bureau et 3 coups de cuillère à peau, c'était fait. Et je pense que ça répondait vraiment à notre besoin profond qui était à l'époque, quand on a vraiment monté le cabinet, de trouver notre place et de voir quel impact nous-mêmes on pouvait avoir. Donc la première raison d'être, c'était de permettre à l'homme d'avoir un impact positif sur son environnement par le travail. Mhm. Et en fait, on s'est rendu compte que cette raison d'être avait aussi beaucoup évolué avec le temps, et que maintenant, il y a vraiment 2 parties dans notre raison d'être. Il y a et toujours cette partie de se positionner en tant qu'individu sur le sujet de la transition et avoir son impact, mais aussi d'accélérer la transition au niveau global. Et ça, c'est Mhm. vraiment finalement ce que Omeva porte, la transition, comme je le disais, vraiment sur les 3 piliers: social, sociétal, environnemental. Et pareil, nos objectifs, on les a revus. Au départ, on a travaillé nos objectifs par partie prenante en se disant, D'accord. il y a vraiment nos candidats, nos clients, nos salariés, la planète, donc l'environnement dans sa globalité. Et en fait, on en est un petit peu revenu et on s'est dit, on a fait aussi un audit à blanc avec l'organisme tiers indépendant qui va nous accompagner ensuite, qui nous a dit, ça, en fait, c'est votre politique RSE. C'est beaucoup plus vaste que simplement vos objectifs de société à mission. Par contre, essayez de réfléchir à justement votre vision. Qu'est-ce que cette organisation va avoir comme rôle transformatif dans la société? Et là, vous trouverez vos objectifs. Donc, on est reparti sur une version un peu plus simplifiée avec 2 objectifs: un objectif client, un objectif individu candidat. Mhm. Et on est en train justement là j'allais dire d'accoucher de cette dernière partie. On est plus maintenant sur le volet sémantique pour arriver à être totalement aligné, totalement cohérent. Mais tu vois, c'est un processus qu'on a entamé il y a 2 ans et demi, qu'on est en train de finaliser sur la partie raison d'être et objectif maintenant. Donc, Oui, parce que comme tu es sur quoi, une c'est démarche qui aussi est essentiel. très sincère aussi. Et, tu peux un peu te contenter du premier, Clairement. de la première formulation, et mettre deux objectifs. Et voilà, oui, je reviens sur les objectifs de départ. Ça va pas être simple quand tu es cabinet de recrutement de formuler les objectifs par rapport à la planète. Clairement, pour nous, les objectifs par rapport à la planète, c'était aussi en lien avec toute notre activité quotidienne, nos Mhm. achats, notre politique, enfin, comment on réfléchit finalement sur toutes nos démarches du quotidien. Mhm. Et en fait, c'est là que tu te rends compte à quel point tout ce que tu fais dans ton quotidien a un impact. Travailler typiquement avec un site internet qui est plus responsable, avec tous les documents qui sont potentiellement imprimables, même si bon, maintenant plus beaucoup de personnes en tout cas impriment beaucoup de choses, mais avec typiquement une charte graphique éco-responsable. Tous les achats qu'on fait, on essaye de les benchmarker en se disant, tu vois, nos PC, on prend du reconditionné, fait dans des ateliers d'insertion. Voilà, enfin c'est toujours à chaque fois une démarche Mhm. de questionnement. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est finalement on reprend le pouvoir en se questionnant sur pourquoi je fais ça comme ça et est-ce que je pourrais faire autrement. Et ça, je trouve ça Mhm. assez riche en fait. Ah, complètement. Oui, en fait, c'est une gymnastique de pensée, un fil de pensée qui tu vois, on a toujours tendance à dire oui, mais les petits gestes, entre guillemets, bon, voilà quoi. Alors que c'est vrai qu'en fait, si tu en fais quelque chose de global et de systématique, oui, c'est une autre manière encore de mettre l'impact au cœur de ton activité, quoi. Exactement. Et puis, Mm. enfin, clairement, il y a, entre guillemets, il n'y a pas de petits gestes. Nous, on a fait notre bilan carbone, justement, parce que c'est un peu Mhm. aussi le démarrage pour réfléchir à comment je fais, du coup, pour faire mieux. Et nous, en tant que cabinet de recrutement, donc on est sur une organisation, on est en remote first, donc on n'a pas de locaux à Mm. payer. On va dans un coworking quand on se retrouve tous une fois par semaine. Donc on pouvait pas forcément jouer là-dessus. Par contre, clairement, on passe tout notre quotidien en visio. On a beaucoup de monde au téléphone, on reçoit énormément de mails. Donc c'est vraiment là-dessus finalement que nous on essaye de travailler. Du coup, je me demande quelle est l'empreinte carbone d'un podcast comme celui-là, du coup. Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas. Bon, là, en plus, on fait ça à distance. J'ai pas pris d'avion pour venir te voir. Donc c'est déjà pas mal, on va dire. J'aurais évidemment pris le train, sinon. Mais du coup, je reviens sur ce côté. Enfin, du coup, il y a un lien direct et assez fort entre votre mission et le métier que vous exercez, ou en tout cas la manière dont vous avez choisi de l'exercer, en ne recrutant que pour des métiers à impact, que pour des organisations et qui n'ont pas que des entreprises à impact. Tu es sur une position qui est très nichée,
sur un métier de recrutement où, entre guillemets, il y a des besoins absolument infinis partout. D'ailleurs, on a souvent tendance à dire tout le monde peut devenir recruteur avec LinkedIn, un téléphone et un carnet. Et tu es sur un modèle où, globalement, plus tu places de candidats, plus tu gagnes d'argent, plus l'entreprise gagne d'argent, puisque tu prends, dans l'immense majorité des cas, un pourcentage de la rémunération des gens que tu places, quoi. Exactement. Alors, du coup, vous faites le choix de vous hyper spécialiser sur certains métiers, certains types d'organisations. Quel résultat ça donne? Est-ce que c'est lisible par le marché? Est-ce que ça attire des clients d'avoir enfin, quel bilan tu fais de ce positionnement hyper distinctif? Ce qui est intéressant, c'est que je peux vraiment faire le parallèle avec ma vie d'avant, où j'étais en cabinet de recrutement un peu classique. Alors, pour le coup, j'ai travaillé pour 2 cabinets différents. Michael Page, donc très gros, Le méga disons, gros cabinet. voilà, méga gros cabinet, et Fed, qui est un plus petit cabinet, mais toujours dans l'hyperspécialisation. Il y a vraiment des consultants qui interviennent sur des thématiques très précises, un peu moins silotées quand même que Michael Page, parce que Michael Page, tu as vraiment une segmentation sur la rémunération, une Mhm. segmentation sur la typologie de contrat que tu traites, et après par zone géographique. Donc ça t'empile vraiment le sujet. Et en tant que consultant, moi, tu vois, quand j'ai commencé mon métier, j'intervenais sur les comptables, dans les professions financières, donc comptables, contrôleurs de gestion, mais en gros pas les profils très capés, dans le 16e arrondissement de Paris, en CDI. D'accord. Autant te dire que Ah j'avais oui. pas, voilà, tu étais vraiment sur un vivier de candidats, c'est le cas de Mhm. le dire. Nous, fort de ces expériences-là, on s'est dit, ben, en fait, intellectuellement parlant, c'est quand même un peu abrutissant. On n'a pas envie de traiter les choses de la même manière, donc on va intervenir vraiment sur des métiers beaucoup plus vastes. Et finalement, c'est ce qu'on propose aujourd'hui chez Omeva, d'intervenir sur des catégories de métiers très, très variées. Donc, comme je te le disais, hein, de la fonction support, de la fonction technique, de la fonction terrain. Maintenant, on est en train un petit peu justement de compartimenter, mine de rien, aussi les choses, parce qu'on voit qu'en termes d'efficacité, parfois c'est compliqué. Donc là, on a fait un pôle environnement qui va traiter tous les sujets environnementaux, un pôle un peu plus en ESS et entreprises engagées, un pôle finance durable, parce que c'est quand même des métiers bien spécifiques, et c'est un peu comme Mhm. ça qu'on essaie de fonctionner. Mais c'est clair que pour en revenir à ta question, notre modèle de fonctionnement, il est simple. C'est un métier qu'on connaissait, donc on s'est pas mis, si tu veux, dans une création d'entreprise de zéro, où on connaissait pas le business model, etc. On a pris des données qu'on maîtrisait. Par contre, notre travail, on le fait plus du tout de la même manière qu'il y a 20 ans, Mhm. quelques années, quand j'ai commencé. Euh, pour le coup, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que avant, on avait vraiment une base de données avec des candidats qu'on appelait, comme tu le dis, hein, tu avais ta base de données, ton téléphone, go, et c'est parti. Aujourd'hui, il y a LinkedIn qui est entré là-dedans. Beaucoup de personnes sont encore sur des dynamiques de télétravail fortes, donc sont difficilement joignables par téléphone. Donc le mail est carrément priorisé. On Mhm. essaye vraiment de remettre aussi du contact, mais c'est vrai que le métier a quand même bien évolué. Et les candidats aujourd'hui ont beaucoup moins le réflexe de s'inscrire sur une base de données lambda pour déposer leur CV. Ils sont tous en poste, ils sont tous très bien. En plus, les entreprises font cet effort de valoriser finalement aussi le bien-être au travail, Mhm. ce qui est d'autant plus difficile d'arriver à les capter pour leur dire tiens, t'as envie de bouger, bouge. Donc, Ouais, bien sûr. c'est ce positionnement finalement qu'on a aujourd'hui de niche, il est hyper bien perçu de la part des candidats. C'était vraiment la crainte qu'on avait quand on a monté le cabinet, parce qu'on s'est dit, côté candidat, on voit très bien la quête de sens, on est en plein dedans nous-mêmes, donc je pense que ça va marcher. Par contre, côté entreprise, est-ce que la proposition de valeur va être assez claire? Et finalement, le gros risque, c'était qu'on berce les candidats de doux rêves en disant c'est génial, je vais pouvoir Complètement. trouver un poste à impact, et en fait derrière qu'on n'ait rien du tout à leur proposer, ça aurait été horrible. Et en fait, à l'inverse de ce qu'on a connu au début, on est sollicité énormément par les entreprises. Clairement, on a fait 6 mois de commercial depuis le démarrage, et là on n'a même plus le temps de faire de commercial, alors que notre boulot en cabinet avant, c'était une journée entière par semaine de prospection commerciale. D'accord. Oui, c'est parce qu'au final, c'est quoi? C'est que c'est les compétences de la transition, alors je sais pas de quel est le bon mot, la transition écologique, mais c'est pas que ça. En tout cas, les compétences sur les métiers à impact, c'est des compétences pénuriques aujourd'hui?
En fait, tu as 2 typologies vraiment de compétences. Tu as celles qui sont transférables. Par exemple, si tu es sur une fonction support, on peut pas qualifier de métier pénurique, à part les directeurs financiers en ce moment, mais globalement, c'est pas forcément des fonctions pénuriques. Par contre, il y a certaines fonctions en énergie renouvelable, en finance durable, puisque c'est finalement des métiers qui sont de plus en plus valorisés, où il y a de plus en plus d'offres d'emploi. Là, il n'y a pas assez de candidats, en fait. Et là, effectivement, on est sur des métiers pénuriques. Donc là, D'accord. c'est vraiment le point où on essaye de capter notre audience, notre cible, pour aller vers d'autres organisations. Hmm. Et effectivement, oui, tu disais, là, on sent une quête de sens, etc. Et on voulait pas donner de faux espoirs, etc., etc. Parce que c'est vrai que, enfin, tu vois, même à titre perso, j'ai plein d'amis qui sont dans le conseil et qui me disent oui, je voudrais m'orienter, aller vers un métier à impact, un truc qui a plus de sens. Ce à quoi j'ai tendance à dire bah oui, bah vas-y, fais-le en fait. Mais c'est pas forcément si évident que ça. Toi, c'est quoi le ou les conseils que tu donnes à toutes ces personnes qui veulent se réorienter vers un métier qui ait plus d'impact parce qu'ils veulent participer à leur manière à la transition écologique? En fait, je pense qu'il faut vraiment essayer de prendre le temps de réfléchir. Déjà, c'est est-ce que j'aime mon métier, ma matière? Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui me procure du bonheur et de la joie dans mon quotidien? Et si c'est le cas, en fait, il faut juste essayer de trouver une organisation qui est plus engagée ou en tout cas qui réponde plus à son besoin de valeur. Et on n'a pas forcément besoin de partir, je le dis souvent, mais de partir élever des chefs dans le Larzac pour trouver je caricature énormément, mais souvent ça parle beaucoup. Ah oui, ça On en parle. est, c'est pas forcément, on n'est pas sur du binaire de gris, enfin noir ou blanc. Il y a un peu l'entre-deux justement à nuancer. Moi, je dirais, essayer déjà de se questionner sur est-ce que mon travail me procure un certain bonheur, un certain plaisir dans mon quotidien. Et si c'est le cas, regarder les compétences qu'on a acquises pour essayer de les transférer. Et ça, c'est vrai finalement un peu pour tous les métiers. On a tous des compétences, on peut tous les mettre au service de la transition de la bonne manière, avec des organisations bah, justement qui ont envie d'y aller. Et après, à réfléchir, est-ce que on a envie de retrouver une organisation où on est dans un entre-soi avec que des gens engagés au quotidien, ou est-ce Mhm. qu'on est plutôt en mode conquérant et on veut faire bouger les lignes, bouger les choses, et là, on va pas aller vers les mêmes organisations. Et Mhm. c'est intéressant, j'avais un candidat qui me partageait son expérience et qui me disait mais moi je veux pas aller dans une organisation où tout le monde est engagé, enfin il y a quelque part un peu moins de choses à faire que si je vais dans une organisation où bah, ils s'en foutent de la transition parce qu'en fait moi je veux faire avancer les choses et je veux leur faire prendre conscience qu'il y a Ah des oui, choses à faire et qu'il faut y aller. au risque d'une grosse frustration, quoi. C'est pour ça que c'est hyper important de faire le point avec soi-même pour se demander quelles sont ses propres envies. Et pour moi, il faut les deux profils en fait. Il faut qu'on ait à la fois des personnes qui ont besoin de se retrouver justement dans un entre-soi de valeurs et bah, s'épanouir quotidiennement dans son travail avec les compétences qu'elles ont. Mhm. Et encore une fois, moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'une formation ne peut pas forcément répondre toujours aux besoins des entreprises. On le voit bien quand on sort des études. Oui, voire rarement, ouais. Rarement, c'est pas la formation qui fait la différence. Et en France, on a vraiment cette tendance de réfléchir d'abord en se disant bon bah je vais faire une formation pour aller vraiment sur un sujet que je connais pas, alors que concrètement ça va pas forcément apporter à l'organisation. Il vaut mieux essayer de se dire il y a plein de choses maintenant à disposition. Je fais un MOOC assez généraliste sur le développement durable par exemple. J'essaye de voir à l'intérieur quelle thématique me touche, Mhm. m'importe, et à ce moment-là j'essaye de réseauter, creuser le sujet bah, peut-être avec les différents interlocuteurs et rencontrer les entreprises pour savoir de quoi elles ont besoin avant de se former. Parce que c'est l'écueil que je vois de beaucoup de candidats. En plus, les formations, si on se lance vraiment dans un beau parcours, c'est long, Bah, c'est hyper soit c'est engageant. long, soit tu fais de la formation professionnelle, entre guillemets, donc tu fais un petit truc qui dure 2-3 mois à raison de 3 jours par semaine, tu vois. Et encore, c'est déjà beaucoup. Mais tu sors pas de là avec grand-chose, quoi. Moi, j'y crois qu'à part sur vraiment des expertises très pointues, très spécifiques, qui sont un complément de compétences que tu as déjà. Mais Exactement. oui, autant avoir une capacité d'apprendre à apprendre et aller le faire sur le terrain, quoi. Enfin, c'est vraiment ce que je recommande.
Non, mais ça fait plaisir de l'entendre en tout cas de quelqu'un qui est expert de ce secteur-là et de ce métier-là, parce que c'est effectivement un truc que je passe mon temps à répéter aux gens. Et va parler à des gens et tu verras, essayer de transférer les compétences que tu as et d'en apprendre d'autres grâce à ça. Le cas le plus probant, c'est vraiment sur les métiers de la RSE, parce que vraiment, je discute avec énormément de candidats qui me disent, moi, je veux être responsable RSE, chef de projet RSE, et quand je leur demande, mais est-ce que vous savez ce que c'est le métier? La plupart, en fait, savent pas vraiment. Et je trouve que c'est un énorme biais du moment. Mmh. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le casser, en fait, et essayer de leur faire comprendre que la RSE, en fait, c'est au départ une fonction pour pallier à des exigences réglementaires, Absolument. qui est contraignant, où on manipule pas mal de chiffres. Et où ça se rapproche quand même pour partie d'un métier de contrôleur de gestion. Est-ce que dans ma vie, j'ai envie d'être contrôleur de gestion? Bah, c'est pas sûr. Tu dois remettre en cause quelques vocations là, oui, avec ce type de discours, en effet. Non, mais ouais, effectivement, c'est un vrai sujet. Et puis, tu as la question des postes à impact. Tu as aussi la question d'une entreprise qui n'est pas forcément une entreprise à impact, qui a des jobs. Enfin, tu parlais de DRH, de directeur financier. Enfin, c'est pas des jobs qui vont disparaître du jour au lendemain. Il n'y aura pas que des responsables de la transition écologique. Et pourtant, on sent, comme t'en parlais, une demande évidente de sens chez les talents, si on peut utiliser ce mot. Là, vous ne voyez pas, mais je fais des gros guillemets avec mes doigts. Et on peut penser que c'est un truc générationnel, mais j'ai pas l'impression que ce soit seulement le cas. Il y a quand même beaucoup de générations qui sont dans ce mouvement-là. Pour toi, cette demande assez unanime de plus de sens, quels effets elle a ou elle va avoir sur les entreprises, et même de manière générale sur la manière de faire du business et sur l'économie, quoi? Alors, comme tu le disais, je pense que c'est pas un phénomène générationnel, ou alors c'est quand même assez porté quand même par les jeunes générations, c'est clair. Mais les jeunes générations l'ont quand même vraiment propagé à leurs parents. Moi, j'ai pas mal maintenant de dirigeants d'entreprises ou de C-level qui m'appellent pour me dire, bah en fait, là c'était très drôle. J'ai un candidat qui me disait, ma fille est ingénieure, elle m'a passé du Jean-Marc Jancovici en boucle pendant 3 mois. Bon, bah maintenant je me suis fait laver le cerveau et clairement je suis pas capable de faire mon métier de la même manière qu'avant. Et je veux aller vers ces métiers, et je veux faire prendre conscience à des comités de direction de l'urgence à agir. Donc je trouve ça mais juste génial. Ah oui, c'est extraordinaire, oui. Et il y en a en fait beaucoup qui sont dans cette démarche, qui savent pas forcément par quel bout le prendre, et, euh, et, et ça c'est hyper précieux finalement aussi pour l'avenir. Donc les organisations, vu là ce qui se passe, elles sont obligées en fait de le prendre en considération. Euh, Moi, je parle encore à des clients, enfin, du coup, c'est pas forcément des clients, mais des organisations qui me disent, bah, moi, je comprends pas, ils veulent tous du sens, du sens, du sens, j'y vais pas. Ben, en fait, là, t'as pas trop le choix. C'est soit tu vois le mur et tu vas en plein dedans, soit tu décides de faire un petit virage, mais quand même un petit virage qui va avoir de lourdes conséquences sur l'économie de manière générale. Là, clairement, moi, on regarde très peu la télé, mais à chaque fois que j'allume la télé, que je regarde la pub, je suis frappée de voir à quel point le développement durable, c'est dans tous les enjeux marketing du moment, quoi. T'achètes une brosse à dents, un dentifrice, on te dit que c'est éco-conçu, responsable et compagnie. Donc, on Mm. voit quand même à un moment donné que ce sujet, il est visible par l'ensemble de la population. Alors peut-être qu'il ne touche qu'une partie de la population. Ça, je pense que l'algorithme LinkedIn fait que moi, je vois que mon écosystème Oui, finalement, je vois. qui me procure beaucoup de joie. Mais c'est clair que pour moi, l'économie est transformée maintenant. Mm. Et donc, justement, faire ce petit virage pour une entreprise, effectivement, on ne sait pas forcément par où commencer. Enfin, pour toi, c'est quoi les pratiques, les éléments qu'une entreprise peut mettre en place pour répondre à ces nouvelles attentes? Au-delà de répondre à des attentes et de faire du marketing dans une démarche qui soit réellement sincère pour répondre à cette urgence à agir. Et voilà, est-ce que tu as des exemples de bonnes pratiques pour amorcer en tout cas ce chemin? Bah, je pense qu'il faut aussi remettre la parole aux individus et questionner finalement les individus. Les RH ont l'opportunité d'avoir tous les 2 ans un entretien professionnel qui est obligatoire. Donc ça peut être aussi l'occasion de les questionner sur voilà, quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'organisation, quelles sont
les choses que vous souhaitez porter pour l'organisation, et la plupart du temps, vu la quête de sens généralisée, ça va être ce sujet-là qui va être mis en avant. Donc pour moi, les entreprises, elles sont pas obligées de prendre un responsable RSE de l'extérieur, mais elles sont aussi tout à fait capables de dire à quelqu'un qui est dans un département, prends finalement le lead sur le sujet RSE, questionne-toi sur comment on fait notre activité, comment chaque fonction de l'organisation fait son activité, quels sont les impacts sociaux et environnementaux. Et à partir de là, en fait, je trouve que c'est une démarche très simple en fait en termes de logique. Il y a pas besoin pour moi d'être forcément ingénieur pour amorcer le développement durable dans une organisation. Il y en aura besoin à un moment donné parce qu'il y a vraiment des sujets qui sont techniques, mais il y a aussi beaucoup de sujets où c'est du bon sens et on peut carrément déjà faire beaucoup de choses avec le bon sens. Comme quoi, par exemple, quand il y a beaucoup de sujets qui sont du bon sens? Clairement, sur toute ta démarche d'envoi des mails dans une organisation, n'envoyer des mails que quand c'est indispensable, privilégier les échanges, tout bête, hein, mais je me lève pour aller voir mon collègue, du coup j'ai une empreinte écologique qui de fait est beaucoup plus réduite. Donc c'est à la fois de la bonne pratique humaine et environnementale. Et puis après, évidemment, tu as toute la politique de gestion des déchets, le réemploi dans une organisation. Et ça, c'est vraiment des sujets qui sont à la fois vecteurs d'économie. Là, pour le coup, Cyril Dion en parle super bien dans le film Demain, mais aussi dans les nouveaux récits là qu'il est en train de créer. C'est vraiment ça, c'est être capable d'être ingénieux finalement dans son quotidien. D'accord. Parce qu'effectivement, je te pose cette question-là aussi, parce que c'est des choses que j'ai pu voir même chez des clients, que tu vas accompagner, par exemple, dans la définition d'une raison d'être. Ça, en général, c'est toujours un grand et beau moment pour l'entreprise. Et là où ça peut être frustrant derrière, quand t'es pas une entreprise qui est impact by design, c'est de se dire, en fait, on sait pas exactement quoi faire. Enfin, il y a deux choses. On peut avoir tendance à se disperser. Et globalement, une fois qu'on a dit aux gens qu'il fallait venir à vélo et pas laisser la lumière allumée, on sait plus quoi faire. Et l'autre côté, on n'est pas forcément capable de mesurer l'effet et l'impact que nos actions peuvent avoir, et assez vite tu peux te décourager. Je sais pas si c'est un truc que tu peux observer, et si tu as des idées pour aller plus loin. Je suis d'accord qu'on peut se décourager, ça c'est clair, et c'est pour ça que justement pour moi c'est un peu la reco, c'est de dire la RSE, elle peut vraiment s'envisager de façon collective en se disant j'ai un peu un référent RSE par fonction, par domaine. Parce que ça permettra justement de pouvoir échanger avec un espèce de petit comité RSE ou collectif RSE à l'intérieur d'une organisation et éviter la routine, la démobilisation. Et après, je pense qu'il y a à la fois, en fait, il faut un bon mix entre la vision stratégique et ce qui doit finalement aussi provenir de la gouvernance et être porté par la gouvernance et incarné ensuite évidemment par les individus à l'intérieur, mais aussi des choses qui proviennent des collaborateurs et renforcer finalement la capacité à prendre des initiatives sur certains sujets. Et tu vois, il y a pas mal de personnes maintenant qui sont par exemple animateurs de la fresque du climat. Ça peut être génial de promouvoir aussi ces compétences qui sont pour le coup très 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 valorisables par une organisation, et de proposer à la personne peut-être d'intervenir en collectif pour former les individus qui composent l'organisation à ces enjeux-là. Par exemple, ça peut être ça. Mais pour moi, vraiment, travailler à la fois sur la vision strat et s'aligner sur une raison d'être des objectifs, c'est essentiel pour être capable de donner le cap, mais aussi décliner de façon actionnable facilement par des actions concrètes et avec ce côté collectif pour éviter la routine. Et je fais un petit virage aussi pour revenir du coup à Omeva. Tu parlais à la fois d'avoir une raison d'être, des objectifs, donc ce qui va avec le statut d'entreprise à mission, et effectivement, pour une mission comme pour tous les éléments de ta culture entreprise, l'écrire c'est bien, l'incarner c'est mieux. Et du coup, si je reviens chez vous, vous avez pris un certain nombre d'engagements. Vous êtes membre du 1% for the Planet, c'est-à-dire que vous donnez 1% de votre chiffre d'affaires. Alors, je sais pas où il va d'ailleurs, une fois que tu t'es inscrit là-dedans. Et vous faites des missions pro bono. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces engagements-là et pourquoi ça vous faites ça?
Avec grand plaisir. Pour le coup, en plus, c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur très fortement. Le 1% pour la planète, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis le démarrage de l'organisation. Parce que, comme un peu tout le monde, on voyait très bien sur plein de produits de consommation courante ce petit logo bleu qui est hyper facilement reconnaissable. Et je disais à Guillaume, ça, on pourrait quand même, je pense, totalement le mettre en pratique chez nous. Alors, on s'est renseigné, est-ce qu'une société de service peut être membre du 1% pour la planète? Et c'est tout à fait le cas. Et effectivement, en fait, c'est à minima, tu donnes 1% de ton chiffre d'affaires pour la planète. Donc, tu as une liste d'associations qui est définie par le 1% auprès desquelles tu vas pouvoir justement te mettre en lien avec elles pour leur donner ton 1%. Tu peux D'accord. aussi, si tu veux, faire du mécénat de compétences et du coup dédier, au lieu de verser de l'argent, par exemple sur les années qui sont un peu plus difficiles, tu peux aussi proposer du mécénat de compétences. Donc je trouve qu'en plus la flexibilité est hyper intéressante. Mm. Donc ça permet à plein d'organisations de pouvoir le faire et d'être très moteur. C'est à la fois ils ont un partenariat aussi typiquement avec Vendredi sur l'engagement des collaborateurs. Donc il y a Ouais. plein de choses hyper intéressantes à mettre en œuvre. Et pour nous, ça, c'était juste l'évidence. Et pour aller un peu plus loin, on s'est dit que notre activité, c'était le recrutement et que finalement, il y avait aussi beaucoup d'associations qui n'avaient pas les moyens de faire appel à un cabinet de recrutement, mais un vrai besoin de professionnalisation. Donc, on a développé toute une offre pro bono. Donc, notre idée, c'est vraiment de faire notre prestation gratuitement pour ces associations qui œuvrent soit pour la transition sociale ou environnementale. Le seul point, c'est qu'il faut qu'elles aient vraiment un besoin spécifique où il n'y a pas de budget en face. Mhm. Et à ce moment-là, on les accompagne. L'année dernière, on a accompagné à hauteur de 7% de notre chiffre d'affaires, donc ce qui est plutôt chouette, des organisations qui sont assez variées. On a accompagné une association qui œuvre vraiment sur la formation des femmes dans les métiers du numérique, une association qui travaille vraiment sur la partie écologique en faisant, en fait, c'est un collectif qui permet aux organisations environnementales de se développer. Donc, il y en a énormément et pour nous, c'est vraiment aussi ce qui nous motive dans notre quotidien. Et nos collaborateurs sont incentivés. Chaque D'accord. année, ils ont un bonus pour faire justement du pro bono. Chacun Ah doit oui. faire un pro bono par an. D'accord. Ouais, c'est hyper intéressant pour le coup parce que, enfin, toi, typiquement notamment sur un job comme le tien, où en gros, les heures que passent tes collaborateurs à travailler, c'est du chiffre d'affaires quasiment direct pour ton entreprise. T'as une entreprise de 8 personnes, tu fais du pro bono, tu vois, tu parlais de 8%, c'est de la perte sèche, quoi, pour ta boîte. Et l'autre point, c'est, on peut avoir tendance à dire que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. C'est-à-dire que un client à qui tu offres quelque chose va souvent être beaucoup plus, embêtant qu'un client qui paye parce que bon, entre guillemets, c'est gratuit, donc il fait plaisir, quoi. Toi, c'est quoi le bilan que tu en tires de ces missions pro bono? Est-ce que ça donne les mêmes résultats? Et est-ce que c'est pas un truc qui grève trop ton entreprise? J'imagine que non, mais Alors, sur la relation avec les entreprises qui ne payent pas, moi, j'ai pas le même ressenti. Je pense on en parle aussi beaucoup avec elles et elles comprennent finalement aussi quels sont nos tarifs classiques et quel va être le tarif adapté ici, en l'occurrence 0. Et de fait, la prestation a de la valeur et la d'accord. relation a de la valeur. Et au contraire, on est plus, là, on est clairement RH interne pour ces organisations-là que quand on est chez un client qui paye finalement, où lui va se dire, moi, mon besoin finalement, ça reste un cabinet de recrutement. Il va beaucoup plus voir le côté euh, un peu shark de se Mmh. dire, si moi j'y arrive, on va être presque en concurrence. Alors que quand on est sur une organisation, on a zéro derrière, là, on fait carrément partie de la réflexion globale de l'organisation et c'est hyper intéressant. Donc, D'accord. je trouve qu'il y a plus de confiance pour ces organisations. Alors ça, c'est un sujet qu'on est en train de développer sur l'offre classique payante aussi. On est beaucoup plus en fait un cabinet de conseil en recrutement qu'un cabinet de recrutement classique. Ça, c'est un autre aspect. Mais pour en revenir vraiment sur le pro bono, je trouve que certes, c'est une perte sèche pour le cabinet, mais c'est aussi ce qui nous fait vibrer dans notre quotidien et je Bien pense que sûr. c'est aussi pour ça que tout le monde s'engage chez nous. Oui, j'ai un peu tendance à me faire l'avocat du diable, hein, sur ces questions-là en interview. Évidemment que c'est une très bonne pratique et justement, au contraire, c'est intéressant de voir que ça peut le faire et que ça peut marcher parce que c'est souvent des choses sur lesquelles tu vas avoir des dirigeants qui vont hésiter à aller, à offrir du service. Et pour le coup, je trouve que c'est un levier extrêmement concret de mise en action de ta mission.
Parce que pour le coup, tu prends un vrai engagement économique en termes de ressources. Donc c'est plutôt une très très bonne pratique, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au début où on s'est monté, on n'avait pas de mandat, donc on s'est dit la première chose qu'on va faire, c'est du pro bono. Les gens étaient hyper frileux en fait, hyper réticents de se dire non mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ils nous proposent de travailler gratuitement. Qu'est-ce qui se Mais passe? non, Alors que un travail, ça mérite un salaire. Je veux dire, c'est comme ça, on nous a appris. Bien sûr. Ouais. exactement, c'est très drôle. Et maintenant, Ouais, du coup, c'est bon, les structures ont compris. On communique pas dessus de façon très importante parce que forcément, on a aussi une capacité d'absorption qui est limitée sur cette partie. et ne venez pas tous demander des missions gratuites à Aurélie. Il y a une liste d'attente après, hein. Il n'y a pas Voilà. de souci, mais il y a une liste d'attente. On essaie de se dire qu'on fait pas plus d'un pro bono en même temps parce que D'accord. justement, l'objectif, c'est de pouvoir avoir le même degré de qualité que sur une mission classique. Oui, je vois bien. Je reviens sur ce que tu viens de dire. On est plutôt un cabinet de conseil en recrutement qu'un cabinet de recrutement. Qu'est-ce que tu mets derrière ça? C'est intéressant, c'est une cliente qui m'a fait ce retour-là en me disant, par rapport à vraiment aux autres cabinets de recrutement avec lesquels je travaille, je vois vraiment la différence. Nous, on accompagne très fortement nos clients et nos candidats pendant tout le processus de recrutement. Donc, on a pas mal d'échanges. Alors, candidat, c'est assez classique parce que en général, on fait une préqualification, un entretien, et puis après, il y a tout le suivi finalement du processus. Mais c'est vrai que nous, on a à cœur de faire un briefing pré-entretien pour donner le plus d'informations possible aux candidats et qu'ils soient le Mhm. plus préparés possible. On fait un débriefing ensuite et ainsi de suite en fait tout au long du processus. Et après en fait on accompagne aussi sur toute la prise de poste. Ce qu'on aime beaucoup faire parce que moi je suis une ancienne RH donc me dire j'ai plus de contact avec mon candidat parce qu'il a pris son poste, je trouve ça horrible. Donc voilà, notre objectif, c'est vraiment de se dire on est un partenaire à part entière et un vrai coach conseil. Alors on n'est pas coach, hein, c'est pas notre métier, mais en tout cas on accompagne vraiment la relation dans son suivi et de se dire que si à un moment donné il y a une situation difficile, on est aussi capable de l'anticiper. D'accord. Et justement, tu vois, Omeva et entreprise à mission, j'imagine que dans vos clients, vous devez en avoir pas mal aussi, ou à minima, sans que le statut soit forcément acquis, mais des entreprises qui ont un why fort, qui ont une raison d'être, etc. Est-ce que tu vois une différence par rapport aux entreprises, je sais pas, plus classiques pour lesquelles tu pouvais recruter dans tes expériences précédentes, sur la manière de recruter, sur les attentes qu'elles peuvent avoir des talents qu'elles cherchent et sur la manière de les intégrer une fois qu'ils arrivent? Oui, je vois une vraie différence. Alors pour nous, c'est essentiel justement que ces organisations elles aient un why fort et on en parle beaucoup pendant la prise de brief. C'est vraiment là-dessus en fait qu'on va nous capitaliser quand on approche nos candidats. Donc on a besoin de saisir vraiment cette différence qui est celle pour laquelle après on communique vraiment dessus. Et après sur les processus de recrutement, alors on va pas non plus idéaliser les choses. Il y a des structures qui sont clairement à impact, qui socialement sont pas au top. D'accord. Et on a aussi fait le choix de ne plus travailler avec certaines parce qu'on a positionné des candidats et on s'est rendu compte qu'en fait en interne il y avait un gros souci. D'accord. Donc ça, c'est aussi le fait d'être indépendant, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on est aussi capable de se dire, non, on a ouvert un partenariat parce que clairement la raison d'être, la mission, l'impact par exemple écologique est très fort, mais en interne il n'y a aucun caring. Collaborateurs, il y a des burn-out, il y a des situations qui sont complexes et nous on n'a pas envie d'accompagner et de proposer ça à nos candidats, donc on va pas plus loin. Je vois. Et effectivement, c'est un vrai sujet et c'est un truc que j'ai pu voir aussi. Des fois, tu vois, tu te dis: «Ouais, entreprise à mission, trop bien, ils sont forcément super». Et la boîte est tellement, focalisée sur sa mission qu'entre guillemets, ça écrase un peu tout le reste. Voire ça peut être, un justificatif pour te dire: «Mais en fait, oui, tu vas te buter au travail, mais regarde pourquoi tu le fais, quoi». Toi, c'est quoi le lien que tu fais entre, entreprise à impact et culture entreprise? Euh,
Clairement, je pense que c'est un très bon point que tu signifies, c'est que la raison d'être doit être incarnée en fait et portée en interne. Et pour moi, le sujet de fond, c'est vraiment l'humain au centre de l'organisation. Et est-ce que l'humain est à la bonne place? Est-ce que les RH dans une organisation en fait ont pris leur place aussi? Parce que, enfin, moi, c'est c'est un peu mon cheval de bataille, mais je pense que vraiment les RH ont un énorme rôle à jouer justement dans l'organisation pour infuser cette culture d'entreprise. Et aujourd'hui, le calendrier RH, il est hyper complet. On en a toute l'année. Elles sont le biais de base. Les RH sont clairement sous l'eau parce qu'il y a plein de sujets finalement qui sont administratifs, qui ne doivent pas être portés par les ressources humaines ou les richesses humaines, mais qui doivent être vraiment en dehors. Et les business partners, ça doit être des business partners qui sont au quotidien avec les personnes qui sont les talents de l'organisation. Et demain, une organisation a plus de talent, il n'y a plus d'entreprise en fait. Et ça, c'est Ouais, un d'accord. truc, je pense que ce qui est difficile à comprendre. Et pour moi, le lien vraiment entre raison d'être et culture, il est là, il est vraiment sur l'humain et les personnes qui composent l'organisation. Et d'ailleurs, ça peut être une bonne pratique, même quand tu es chez ta mission, d'avoir un objectif qui soit un objectif interne, Exactement. qui soit axé collaborateur. D'ailleurs, c'est ce que tu as choisi de faire aussi. Donc, oui, complètement aligné avec toi. On commence à arriver vers la fin de cette interview. Il y a une question que je voulais te poser qui est un peu en dehors du cadre de dont on discute sur ce podcast, mais c'est simplement un sujet qui m'intéresse en ce moment et je me suis dit que tu serais une bonne personne pour peut-être m'éclairer là-dessus. C'est sur le concept d'économie régénérative. C'est un truc dont on entend beaucoup parler, qui semble être porteur de plein d'espoir et de solutions, etc. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que ça recouvre pour toi? Parce que évidemment, comme le mot impact, comme le mot RSE, à l'époque, on va commencer à l'entendre à toutes les sauces. Et est-ce que c'est encore l'étape d'après pour les entreprises ou est-ce que c'est juste un nouveau mot à la mode, quoi? Alors pour moi, c'est carrément l'étape d'après pour les organisations qu'elles devraient prendre maintenant. En fait, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est les solutions qui sont vraiment basées sur la nature ou fondées sur la nature. C'est observer comment ça se passe dans un milieu de vie où finalement l'homme n'a pas d'interférence. Et ben tout s'équilibre finalement de façon hyper saine, hyper sereine. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'organisations justement qui travaillent sur la recherche pour comprendre comment ça se passe dans un... Finalement, c'est typiquement le cas des puits de carbone. Il y a aujourd'hui la possibilité, finalement, alors on compense, on plante des arbres, ok, ça marche. L'objectif numéro 1, c'est quand même juste réduire son empreinte carbone, mais pour le réduire, il y a effectivement la consommation qui doit baisser, mais il y a aussi finalement les écosystèmes qui doivent se restaurer. Et prendre en considération justement la restauration des écosystèmes de façon plus en lien justement avec la nature, c'est ça en fait la clé de la régénération pour une organisation. Et la régénération humaine est aussi hyper importante. Il y a justement là pour le coup le podcast est centré sur ces thématiques aussi de culture d'entreprise. L'humain est au cœur de ces cultures d'entreprise et la régénération humaine est fondamentale. Donc ça passe par le bien-être au travail, le bien-être de ses collaborateurs, comment on traite ces différentes parties prenantes. Ça, j'insiste aussi beaucoup avec mes clients sur la notion de gagnant-gagnant. Mhm. Parce que nous, on est prestataire de recrutement, certes, mais l'objectif, c'est vraiment de rééquilibrer la relation et qu'on puisse tous finalement en vivre de façon confortable, dans de bonnes conditions. D'accord, oui. Donc en fait, il y a cette notion de rentrer dans un jeu à somme positive, déjà avec tes clients, ensuite avec tes parties prenantes, ce qui est déjà un step d'après que tout le monde n'envisage pas, et idéalement de considérer la planète comme une de tes parties prenantes, quoi. Exactement, c'est ça. Il y a même, pour le coup, là, il y a un gros sujet sur la comptabilité justement extra-financière. Mhm. C'est pour moi le sujet là où justement les comptables qui sont parfois des fonctions un petit peu Ah, on reboucle sur le traumatisme de Michael Page dans le voilà, 6e arrondissement, hein. exactement, c'est ça. On voit pas forcément de biais de créativité en fait chez ces profils et c'est hyper dommage parce que là il y a un énorme travail à faire et de se dire que typiquement quand tu produis une ramette de papier, certes tu as dépensé de l'argent pour aller couper ton bois machin, mais qu'en fait in fine tu as quand même tué un arbre ou en tout cas tu l'as stoppé dans sa progression et ça a un coût.
c'est quelque chose qui va être très fort en fait dans l'avenir. Et là, il y a un énorme travail à faire sur vraiment le fait de se dire quel est le coût associé à finalement dès que j'impacte la nature. Ok, je vois. Merci pour ces éclairages en tout cas. Une question traditionnelle pour finir cette interview. Toi, quel serait le conseil que tu donnerais à un dirigeant qui hésite à travailler sur sa culture entreprise ? Moi, je lui dirais que la culture, c'est forcément quelque chose de fondamental, qui a déjà une culture, a priori, dans son organisation. Dans toute organisation, il y a une culture. Donc ça, c'est certain. À partir du moment où il y a un dirigeant, des personnes qui travaillent avec, il y a une culture. Donc travailler dessus, pour moi, c'est comme aller au sport, prendre soin de soi et travailler sa santé mentale. Et ben, c'est essentiel pour y arriver. Super. Merci beaucoup Aurélie, parce que c'était un plaisir de faire cette interview avec toi. Moi aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.